Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité nationale reste dominée par l'ouverture ce jour. Deuxième session de la conférence islamique des ministres de l'information, cérémonie solennelle placée sous le haut patronage du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le grand dossier de ce journal sera consacré à cet événement. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue dans cette édition d'information. Ouverture ce matin des travaux de la 9e session de la conférence islamique des ministres de l'information devant un parterre d'invités prestigieux. Cérémonie solennelle rehaussée par la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur place. Barthel Bouas, bienvenue Minko, Cédric Aleka de la presse présidentielle. Dans l'enceinte de la Cité de la démocratie, le chef de l'État est arrivé. La 9e session de l'OCI, la première du genre au Gabon, a valu le déplacement du numéro 1 de la République. La rencontre de Libreville se tient sur les enjeux de la communication de l'organisation internationale. C'est également le lieu d'avoir une pensée pieuse, empreinte de reconnaissance à l'égard du président Hadj Omar Bongo Ondimba. Que Dieu soit satisfait de lui, artisan incontestable et acharné de la candidature du Gabon pour l'organisation de cette conférence. Sans sa vision lucide, sa volonté farouche et sa détermination pour une participation plus active du Gabon au sein de l'OCI, cette session n'aurait pas lieu aujourd'hui en terre gabonaise. Les 57 États membres de l'institution se penchent donc sur le rôle et le soutien à la cause palestinienne, mais aussi à la promotion de la paix dans un monde en proie à des conflits, conformément aux principes de l'islam. En effet, pour une juste compréhension de notre religion, la contribution des médias dans l'image de l'islam s'avère importante. À cet égard, la médiatisation de la cause palestinienne, cause centrale de l'organisation, est à un tournant déterminant. Aujourd'hui encore, la juste et légitime cause palestinienne, raison d'être historique de notre organisation, reste au cœur de nos préoccupations tant diplomatiques que politiques. L'implication personnelle du reste de la communauté musulmane du Gabon dans cette démarche est donc un gage de sa volonté constante et renouvelée de hisser encore plus haut l'étendard national dans le concert des nations de l'OCI et de la planète tout entière pour un monde meilleur. L'islam, faut-il le rappeler, est une religion de l'ouverture et de la communication qui puise sa force et sa perpétuité dans son ouverture sur le monde. L'islam a toujours vécu et vivra encore en côtoyant les autres religions divines dans un espace géographique et humain commun. Il a pu accueillir toutes les nations et les groupes ethniques qui l'ont assimilé sans qu'ils ne nuisent à leur culture ni à leurs particularités, mais plutôt les a renforcés. Membre de l'OCI depuis 1972, le Gabon est le premier État d'Afrique centrale à abriter cette conférence, grâce à une participation dynamique et soutenue au sein de cette organisation, la seule au niveau supraétatique et international à caractère religieux. Nous précisons que les assises de Libreville se situent dans la ligne droite des principes fondateurs de l'islam et de l'organisation de la coopération islamique OCI qui prône la solidarité entre les États membres. L'analyse de Bienvenue Miko de la presse présidentielle. L'organisation de la conférence islamique est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies. L'institution a été créée à Rabat au Maroc le 25 septembre 1969 à la suite de l'incendie de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. L'OCI compte 57 États membres. Parmi ses principaux objectifs, la consolidation des liens de fraternité et de solidarité entre États membres, mais aussi la protection des intérêts communs et le soutien des causes nobles.
pourquoi quand nous parlons d'un monde islamique, nous ne parlons pas uniquement des musulmans, mais de toutes les composantes de cette riche diversité qui reflète la réalité de l'ouverture que porte l'islam. À cet égard, l'adhésion à l'OCI du Gabon, pays laïque et dont la population musulmane est de surcroît minoritaire, en est une parfaite illustration. De même, notre organisation défend les intérêts de tous ceux qui vivent partout dans le monde, sans considération aucune de leur religion ou de leur race, car ils sont tous des frères et ont des obligations les uns vis-à-vis des autres. La structure est le porte-voix des 2,5 milliards de musulmans que compte le monde. Elle s'attelle à promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des États membres. Face aux défis sociopolitiques et économiques qui se dressent sur le XXIe siècle, l'OCI constitue un rempart solide pour le Gabon et les États membres. Comme vous le savez, le monde musulman est confronté de nos jours à plusieurs maux. Je voudrais rapidement évoquer la recrudescence de l'islamophobie et du terrorisme pour lesquels les médias de la Oumma islamique ont un grand rôle pédagogique à jouer. Le rapport annuel de l'Observatoire de l'OCI sur l'islamophobie le démontre. Les médias occidentaux jouent un rôle majeur dans l'exacerbation de l'islamophobie. Il revient donc aux médias de la Oumma islamique de se mobiliser pour combattre ce phénomène, tant il constitue une menace pour la sécurité et la coexistence pacifique dans le monde. En sauvegardant les valeurs cardinales de l'islam dans le processus de développement, l'organisation s'attache à dissiper les préjugés et toute forme de discrimination à l'encontre des musulmans pour la promotion de la paix internationale et l'harmonie entre les différents peuples du monde. Dans le même ordre d'idées, ce communiqué de presse de l'OCI sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, la 9e session de la conférence de la coopération islamique se tient à Libreville du 16 au 20 avril 2012. Au programme de la journée du vendredi 20 avril 2012, de 9h à 10h30, 4e séance de travail à huis clos, poursuite des travaux de la session, lecture et adoption des résolutions et du communiqué final, formation du comité ministériel de suivi issu de la 9e conférence islamique de l'information, levée de la 4e séance de travail, séance de clôture publique, lecture du communiqué final et à 10h30, conférence de presse du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste du Gabon et du secrétaire général de l'OCI. Avant de clore ce dossier, nous rappelons qu'avant l'ouverture des travaux de cette 9e session, les experts étaient en réunion préparatoire. Le compte rendu de Jacques Fourier Mangumba Maloulou dans notre rédaction. Pour cette 3e journée de la 9e session de l'Organisation de la coopération islamique des ministres de l'Information, les participants ont planché sur la présentation du rapport général et des projets de résolution amendés par les experts lors de la première journée. Les ministres de l'Information de l'OCI, qui ont abordé le conflit israélo-palestinien, envisagent de créer des structures dans le domaine de l'information et de la communication. Profonde dans les domaines de l'information et de la communication, nous devons plus que jamais multiplier les initiatives de dialogue, les initiatives de solidarité et des initiatives de partage d'informations entre nos différents États et organes de communication. Plusieurs orientations sont possibles. L'une d'elles qui consisterait en la mutation profonde dans le sens de la fusion des organes d'information actuellement sous tutelle, à savoir l'INA et l'IUBU. Cette fusion pourra permettre, j'en suis persuadé, d'assurer plus efficacement
la coordination dans l'élaboration et la diffusion d'une information islamique commune et la nécessité de coordonner l'information et l'action islamique commune, la création d'un forum des autorités de régulation s'impose comme une nécessité. Le Gabon qui accueille ces assises fait entendre sa voix dans le concert des nations de l'OCI. Lors des prochaines sessions, le Gabon se proposera la nécessité de changer le nom de notre conférence ministérielle. Ainsi, la conférence islamique des ministres de l'information devient la conférence islamique des ministres de la communication. La rencontre de Libreville constitue un point de départ d'une redynamisation de l'action de notre pays au sein de l'Organisation de la coopération islamique. L'actualité, c'est aussi cette audience que le ministre gabonais des Affaires étrangères, Emmanuel Iso-Zengonde, a accordée au numéro 1 de la diplomatie saoudienne dans notre pays. L'évaluation de la coopération entre nos deux États a constitué la trame de cet entretien, le compte rendu de Rodrigue Tessamwanga. L'ambassadeur saoudien Ghazi Hassan Eid a chaleureusement été reçu par le ministre gabonais des Affaires étrangères, Emmanuel Iso-Zengonde. Les deux hommes ont passé en revue les différents aspects de la coopération entre le Gabon et l'Arabie saoudite. Une évaluation imposée à la veille du départ du diplomate saoudien qui aura passé près de 4 ans dans notre pays. Pour Emmanuel Iso-Zengonde, cette coopération politique et diplomatique a atteint un excellent niveau. Toutefois, le Gabon veut davantage promouvoir les volets économiques et commerciaux avec au préalable la signature de l'accord de coopération générale entre les deux États. Le diplomate saoudien a pour sa part relevé l'existence des opportunités d'affaires au Gabon. La coopération politique est très bonne entre les deux pays, mais reste la coopération économique qui devrait se développer davantage. Et dans ce but, il y a un projet d'accord général qui sera signé bientôt et qui constituera une porte ouverte aux horizons, à des nouveaux horizons de coopération économique entre les deux pays. Il faut espérer que l'engagement exprimé par les deux personnalités de promouvoir la coopération économique et commerciale se matérialise, notamment par des investissements dans divers domaines. Rappelons que le Gabon et l'Arabie saoudite ont établi leurs relations diplomatiques en 1974 et procédé à l'ouverture des ambassades à Libreville et à Riyad. Le plan triennal de développement des PME gabonaises, la question a été évoquée au cours d'une réunion de prise de contact dirigée par le professeur Fidèle Mengue Mengoin. Des précisions dans ce compte rendu de Jean-Raoul Mbadinga, Pierre Claverel. Au cœur des débats, l'avenir de la petite et moyenne entreprise gabonaise, dont l'image a été ternie, il faut le dire, par le dossier des fêtes tournantes. La mission de Monsieur le ministre est complexe, mais exaltante. Cette mission de rendre plus lisible et plus visible la politique du gouvernement en matière de développement, de promotion de PME, de l'artisanat et du secteur commercial ne peut réussir qu'avec votre franche collaboration. Dirigé par le ministre des PME, en présence du premier responsable de la Chambre de commerce, l'institution qui porte les petites et moyennes entreprises gabonaises du bout de bras a apporté sa contribution. La promotion de l'entrepreneuriat. L'initiation et la formation à l'entrepreneuriat dès les premières classes primaires. Le code des marchés publics. La bourse, la sous-traitance. Créer un environnement fiscal adapté et approprié. Les échanges d'Arambo ont donné lieu à des véritables débats, morceaux choisis. L'État ne fait rien. C'est vrai, l'État n'a pas de responsabilité. Mais vous aussi, avec les entreprises depuis Kalakala, on ne voit pas de référence. Vous n'avez pas de responsabilité. C'est là part d'un constat, Monsieur le ministre. Notre pays a une spécificité. Nous avons un seul dépense, la distribution, c'est la dépense publique.
la population, c'est-à-dire le consommateur, n'a qu'un seul point de revenu, c'est le salaire. Ces deux paramètres fragilisent énormément le développement du pays. Ecclésiaste avait dit ceci: ce qui fut, cela sera, ce qui s'est fait, se refera. Le gouvernement tient à faire bouger les choses, conformément au vœu du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de voir la PME gabonaise être soutenue financièrement dès 2013. Votre perception de l'environnement économique et du monde des affaires dans lequel vous travaillez constitue assurément un baromètre pour l'administration qui doit être constamment à votre écoute afin de pouvoir évaluer l'efficacité de son action sur le terrain et l'ajuster selon vos propositions et selon la feuille de route du gouvernement que le Premier ministre a présenté aux députés la semaine dernière. Cette rencontre, prévue pour être une séance de prise de contact, s'est vite transformée en séance de travail qui se poursuivra sur le plan sectoriel. Merci Jean Raoul. Le ministre de l'Agriculture, Julien Kogué-Bekale, quant à lui, était à la station piscicole de la Pairie, une occasion pour ce dernier de voir l'évolution des projets en cours d'exécution sur les lieux. Cyril Bertrand Ngalicourt. Panier de son ministre délégué Célestine Baogewa, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture, Julien Kogué-Bekale, a saisi l'opportunité pour une prise de contact avec le personnel de la Direction générale des pêches et de l'Aquaculture. La salle de production du granulé a constitué la première étape de cette visite, puis les closeries ou salles d'incubation. Un bref exposé du président directeur général de Filimar Aquaculture Centre, Félix Oulesegun Bolade, sur le projet de production de 2 500 000 juvéniles de silure pendant 2 ans, a été attentivement suivi par les 2 membres du gouvernement. Patience Dabani, par ailleurs présidente de l'Association des femmes commerçantes du Gabon, a lancé un appel aux femmes à s'évertuer dans ce secteur. Je suis venu, j'ai vu, j'ai acheté les biens et je m'en vais à la maison. C'est du très bon poisson, c'est les tilapia et les silures. Tout le monde n'était pas invité. Peut-être la prochaine fois on fera mieux. L'objectif que vise la stratégie de développement de l'aquaculture est de mettre sur le marché à l'horizon 2016 de 7000 tonnes de poissons d'élevage. Cette visite a été marquée également par des démonstrations de techniques de pêche en étang et par une vente de poissons. Nous parlons maintenant de cette conférence sur la méthodologie de la recherche qui s'est tenue à l'École normale supérieure d'enseignement technique N7. Les étudiants du dit établissement ont reçu les canevas sur l'élaboration des travaux scientifiques. Le compte rendu d'Éric Nzengi Badinga. Animé ex-professeur par le professeur Donatien Ngangakouya, cette conférence axée sur la méthodologie de la recherche a consisté à apporter aux étudiants de l'École normale supérieure d'enseignement technique des éléments de réponse aux questions de rédaction des rapports de stage, des mémoires ou d'un article scientifique. Dans une semaine, on va organiser les soutenances des rapports de stage. Donc il est question de donner aux élèves toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi un rapport de stage, c'est quoi un mémoire, c'est quoi un article scientifique. Nous avons abordé au cours, disons, de cet exposé les modalités pour la prise en compte au niveau du CAMES. Au niveau du CAMES, j'ai abordé 2 volets. Le volet qui consiste à reconnaître les diplômes de certains établissements, d'une part, et d'autre part, comment faire pour être inscrit sur les listes d'aptitude du CAMES. Nombreux sont les étudiants qui paraissent posséder les connaissances attendues, mais se montrent incapables de les communiquer par écrit de manière satisfaisante à cause des lacunes méthodologiques. L'échange avec le conférencier leur permettra d'élaborer de façon cohérente avec rigueur et précision leurs travaux de recherche. Je suis en processus CAPLT et nous rédigeons pour à la fin de notre stage un rapport de stage et je crois qu'avec les explications qui ont été données ici, nous serons capables de rédiger un rapport de stage qui répond aux exigences de l'établissement.
Le mémoire, c'est nouveau parce que c'est la première année où il y a des masters. Donc avec la ce qui est sûr, les années ont suivi, c'est que bon, la différence déjà entre le rapport et le mémoire, et à partir de là, ils sauront comment rédiger leur mémoire. Les exigences de méthode sont indispensables dans la conception des travaux scientifiques. Avec les notions reçues, les élèves professeurs de l'ENSET pourront réaliser des productions intellectuelles de référence. Une autre conférence concerne les intégrations à la fonction publique. Depuis plusieurs semaines, les dossiers sont traités au cas par cas. Ce sujet est traité par Cédric Mouélé-Malonga. Ces conférences d'intégration viennent mettre fin à l'angoisse dans laquelle sont très souvent plongés les responsables de l'administration gabonaise parce que difficile de répondre aux besoins en personnel dans certains services s'il n'y a pas de motivation. On entend par là le salaire. Pour ce qui est du ministère de la Santé, 1800 dossiers sont passés au crible en commission. Au finish, 1089 retenus sont en attente de validation. Les instructions gouvernementales sont claires, les Gabonais ne doivent plus travailler sans avoir un poste budgétaire, que tout poste budgétaire doit correspondre à un poste de travail. Notre ambition est d'arrêter tout ce parcours du combattant qu'avaient les citoyens pour avoir un poste budgétaire. Voilà, tout ça ne doit plus exister. Lorsqu'on travaille, on doit être rémunéré en conséquence. Ce qui nous réconforte dans le travail qui a été fait, c'est que à partir de maintenant, le ministère de la Santé et le ministère du Budget se sont accordés pour que les postes budgétaires seront désormais régionalisés. C'est-à-dire que si vous voulez travailler au ministère de la Santé, on vous dira par exemple qu'il y a 4 postes budgétaires dans le Goué-Vindo pour des sages-femmes ou un poste pour un radiologue dans l'Otogoué. Et c'est seulement lorsque vous aurez pris votre poste que vous serez payé par le ministère du Budget. Donc c'est une innovation importante pour permettre d'affecter le personnel de santé dans toutes les régions de la République. Donc c'est vraiment une innovation et nous sortons de là très contents. Satisfaction totale ou presque pour le secrétaire général du ministère de la Santé. Avec 1089 dossiers d'intégration retenus, c'est pratiquement 80% du déficit en ressources humaines qui sera comblé. Nous avons les besoins au niveau national. Maintenant, nous allons les affiner avec les collègues du budget par rapport aux nouvelles dispositions de régionalisation des postes. Ce n'est pas un tribunal ici parce que les gens pensent que forcément on passe au scalp tous les besoins en recrutement. Non, c'est simplement faire en sorte que l'administration, les profils que nous validons permettent la performance de l'administration. Démarrer le 10 avril, ces conférences qui rentrent bien sûr dans le cadre des réformes engagées par le ministère de la fonction publique se poursuivront au-delà de la date initialement prévue pour son achèvement. Dans le sujet qui va suivre, nous vous proposons cette déclaration du président du syndicat de l'éducation nationale. Il revient sur les mesures prises lors des États généraux et qui ne sont pas toujours prises en compte. Nous l'écoutons. Sortie des États généraux de mai 2010, le Sénat ne s'était plus prononcé sur la situation qui prévaut au sein du ministère de l'Éducation nationale afin d'apprécier les actes du gouvernement. Après plusieurs relances auprès de la tutelle pour renouer le dialogue et la concertation, dont la dernière en date remonte au 8 mars 2012, nous observons le même silence, attitude qui confirme le refus de dialogue social. Et pourtant, les choses ne s'améliorent guère. Bien au contraire, elles s'empirent avec les derniers actes posés, dont la promulgation d'une loi d'orientation boiteuse, le non-versement de la prime d'éloignement aux ayants droit, conformément au discours du président de la République du 16 août 2011, le non-respect de la date de la célébration de la Journée nationale de l'enseignant, pourtant instituée par le décret 470 du 7 mai 2007, la suspension arbitraire des salaires des leaders syndicaux, la non-adoption à ce jour du décret révalorisant les primes de vacation aux examens et concours, la non-publication et la non-application de la grille des salaires issue des États généraux de mai 2010 partant du pré-primaire au supérieur, la restriction des libertés syndicales, la répression des étudiants en grève et la levée des franchises universitaires,
la suppression des filières de formation à l'ENS pour les enseignants du premier degré en service, la construction des hangars en bâche à la place des salles de classe conventionnelles, la suppression des bourses des étudiants, le non-paiement des RECA de la PIF 2010, 2011 et 2009 des ayants droit. Ne pouvons plus cautionner de telles dérives qui risquent de nous conduire très rapidement dans une impasse en matière d'éducation et de formation. Le Sénat fustige cette manière de faire et en appelle à la prise de conscience collective des enseignants afin qu'ils mesurent l'ampleur et les conséquences désastreuses des dites mesures sur le système éducatif gabonais. La réaction des députés à l'issue de l'intervention du Premier ministre sur la question de l'éducation au Gabon nous réconforte et nous laisse dire que nous ne sommes plus les seuls à constater que la situation s'aggrave davantage. C'est pourquoi nous en appelons déjà les enseignants, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves et tous les autres acteurs du système éducatif à la mobilisation générale pour défendre non seulement nos acquis, mais également nous opposer à tout ce qui peut constituer un frein à la formation et à notre carrière. Dans le reste de l'actualité, les Maliens du Gabon se réjouissent du retour de l'ordre constitutionnel dans leur pays et de la nomination du Premier ministre, l'astronaute Cheikh Modibo Diarra, Biwaou Mikala, Marlise Mengue. La situation sociopolitique difficile que traverse le Mali interpelle les hommes et les femmes épris de liberté, de paix, de démocratie et de progrès de nourrir une réflexion débouchant sur les voies et moyens permettant la sortie des crises multiples qui secouent ce pays. C'est le cas de Maliens résidant au Gabon résolus à apporter leur pierre à l'édifice. À la communauté internationale, à l'Union africaine, à la CEDEAO, aux pays amis du Mali, nous adressons notre gratitude et notre reconnaissance pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour le dénouement heureux de cette crise. Nous leur demandons de persévérer dans leur recherche de paix, de démocratie et de progrès. À la mémoire des martyrs, victimes des rebelles, des bandits, des assaillants et autres trafiquants de tout genre, nous dédions cette journée comme une journée non seulement de sensibilisation, de mobilisation, mais aussi de recueillement et de méditation. Le leitmotiv de cette mobilisation tous azimuts est l'indivisibilité du territoire malien et l'unité nationale qui est sacrée. Condamnons la sauvagerie, les agressions, les violences, les pillages des biens et les tueries des personnes perpétrées par les assaillants. Les événements tragiques que connaît le Mali aujourd'hui dans sa partie du nord imposent des comportements, une approche et une méthode de résolution des problèmes adaptés à la qualité de la menace. De la politique avec les 44 ans du Parti démocratique gabonais fêté dans le deuxième siège du département du Wole, un anniversaire que les PDG de ce siège ont mis à profit pour examiner la vie du parti et donner des éclaircissements sur la biométrie sur place. Templar et Banabessol. Anniversaire du PDG dans le deuxième siège du département du Wole. La fête bien sûr, mais d'abord l'utile avec les secrétaires fédérales et départementales qui ont fait un tour d'horizon sur la vie du parti dans ce siège, marqué entre autres par le dernier scrutin. Le PDG qui retrouve ce siège perdu en 1990 ambitionne de s'y maintenir, d'où les appels du membre du bureau politique au travail et à la mobilisation des militants pour cristalliser les énergies. Du pont jusqu'à Sorbe, nous méritons d'être du Parti démocratique, c'est-à-dire de députés, de sénateurs, tout ce qui doit exister. Nous avons le bonheur d'être là, regarder la roue, regarder le courant, regarder l'eau, regarder les écoles, les dispensaires, ce que les autres n'ont pas ailleurs. L'utile a été également cette conférence sur la biométrie et ses implications, des meilleurs éclairages donnés en langue vernaculaire par le conférencier aux militants du parti.
nos électeurs du PDG, manquions un peu d'informations, manquons de culture, manquons de formation liée au processus électoral. Donc on a tenu justement à faire ce séminaire pour expliciter un peu un certain nombre d'écueils. Si ce se fera différemment des inscriptions habituelles, cette fois-ci il y aura le phénomène d'empreinte et il y aura la prise de photos. Donc l'information sera visuelle, la photo, et sera digitale, l'empreinte. Et donc c'est de rappeler aux populations d'être vigilants, parce que les informations qui vont être recueillies vont être des informations qui vont les accompagner tout au long de leur vie civile, aussi bien pour les actes de naissance, les permis de conduire, les passeports, que pour toute autre chose. L'agréable enfin aura été ce grand repas entre camarades. Des militants s'en souviendront encore d'ici l'année prochaine. Précieuse collaboration d'Ahmed Mouyaka, Patrick Ndiengui, Arnaud Mengue, Pierre Savage et toute l'équipe d'antenne. Demain 20h, Marie-Blanche, Isabelle Bécalé. Merci pour votre attention. À très vite sur Gabon Télévision.